Et oui, AstraZeneca qui est toujours dans la tourmente, alors qu'un stock de 29 millions de doses de vaccins que le laboratoire produit. 29 millions, ce stock était découvert dans une usine en Italie dans le cadre d'inspections menées par l'Union européenne. Bonjour Béatrice. Bonjour David. Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'Express. Juste un petit mot, à qui étaient destinés ces 29 millions de vaccins AstraZeneca? Alors, ils avaient vocation à être exportés? non, 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 pas forcément. Non, non. Ce qu'on a découvert, ce que l'Union européenne a découvert et qu'on a révélé nous à l'Express il y a quelques jours, c'est que ce stock de vaccins provient d'un sous-traitant néerlandais, une société, une biotech installée qui a pignon sur rue qui s'appelle Alix et qui était un partenaire en fait d'AstraZeneca, mais aussi un partenaire de l'université d'Oxford qui a mis au point en fait le principe actif du vaccin, mais qui produisait, mais qui n'a pas eu la certification et l'homologation de l'Union européenne pour produire. Donc ces vaccins, sont en attente, sont entre une sorte de deux eaux. Ils pouvaient servir en fait tout à fait le marché européen. Comme aller aussi à l'exportation, ça on ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que ils ne peuvent pas aujourd'hui être livrés sur le marché européen puisque l'usine desquelles ils sortent n'a pas été homologuée par les autorités du médicament. Ouais. Encore une fois, ce que l'Europe reproche à AstraZeneca dans cette histoire, c'est quoi? On l'a dit, hein, au-delà de la question des effets secondaires potentiels du vaccin, c'est de ne pas avoir tenu ses engagements. Engagements de livraison, pris en termes de livraison de vaccins. Pourquoi est-ce que ce laboratoire n'honore pas, encore une fois, le contrat qu'il a avec l'Union? Parce que quand on regarde Londres, pour le coup, la Grande-Bretagne, elle, a été honorée quasiment rubis sur l'ongle, hein. Tout à fait. Alors c'est vrai que dès le début, le vaccin Astra, il est apparu comme la merveilleuse solution. C'était la très bonne solution pour une montée en puissance de la vaccination en Europe, parce que d'une part, il était très peu cher. Il faut rappeler qu'il est vendu à prix coûtant, donc il coûte entre 1 et 2 euros le vaccin, contre près de 15 ou 20 euros pour le Moderna ou le Pfizer, hein, qui sont beaucoup plus chers. Et donc, mais surtout, c'est qu'il y avait un effet logistique très important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte de le garder dans des températures extrêmes à moins 80. Donc, il paraissait vraiment le candidat idéal à une vaccination de masse. Et que les promesses qui ont été signées et mises noir sur blanc dans les contrats étaient très importantes. En janvier 2020, il faut reprendre un peu les chiffres, quand les autorités européennes du médicament délivrent leur feu vert, le laboratoire promet de livrer à l'UE 100 millions de doses au premier trimestre et 180 millions au deuxième. Très rapidement, le problème, c'est que c'est la douche froide. On n'aura que 30 millions de doses entre janvier et mars, au lieu de 100. Et 70 millions à peine entre avril et juin, donc au deuxième trimestre, au lieu de 180. Donc évidemment, il n'y a pas du tout les quantités qui ont été annoncées. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il faut voir, en fait, il faut revenir déjà au business model d'AstraZeneca. AstraZeneca n'est pas un fabricant de vaccins à l'origine. C'est ça le péché originel, quelque part? C'est ça le péché, c'est un peu le péché originel. Et qu'est-ce qui s'est passé au départ? Il faut voir, encore une fois, si on refait l'histoire de ce vaccin, c'est un vaccin qui est inventé dans les laboratoires de l'université d'Oxford. Ouais. Il y a un an, en mars-avril dernier, l'université d'Oxford dit voilà, on a des premiers essais, on pense que ça marche, etc. Sauf que l'université d'Oxford, ils n'ont pas d'usine. Donc ils cherchent en fait un partenaire industriel capable de produire à très grande échelle. Et en plus, les chercheurs de l'université... Mais c'est pas le cas d'AstraZeneca pour le coup? Non mais revenons, je vais tout expliquer. Revenons là. Ils cherchent un partenaire. Ils vont taper à la porte de Glaxo qui leur dit mais nous on est avec Sanofi. Ils vont taper à la porte d'autres labos qui disent mais oui mais nous le prix coûtant on veut pas. Et là Astra, un peu poussé par Boris Johnson, évidemment, qui voulait un vaccin made in UK, pousse AstraZeneca. Donc, encore une fois, Astra n'est pas un fabricant de vaccins, ils n'ont pas d'usine. Et donc, ils vont développer dans un temps record
tout un réseau et une chaîne de production mondiale de sous-traitants. Et voilà. donc, ils en ont une douzaine à travers le monde, ils en ont une en Europe, et dès le départ, ils disent, quand le contrat est signé avec l'Union européenne en août dernier, ils donnent une liste de sous-traitants, donc tout ça était très connu. Il y en avait 2 au Royaume-Uni, un en Belgique, sur le site de CNF, et un aux Pays-Bas. Donc il y avait 4 sous-traitants. Très rapidement, cette chaîne de production, on va dire que le mécano il marche pas, parce que déjà au Royaume-Uni, les sous-traitants britanniques réservent les doses pour le marché britannique. Donc on n'a pas les doses qui viennent du Royaume-Uni. Deuxièmement, le sous-traitant belge a des problèmes, comment dire, techniques, c'est-à-dire que il y a un problème de rendement dans les cuves du vaccin, et donc il n'y a pas les rendements. Donc c'est un problème scientifique et technique qui met du temps à être résolu, qui n'est pas encore résolu, parce qu'entre le moment où on a trouvé le problème et le moment où on le résout, il y a 70 jours. Hein. Donc, pardon de dire ça de manière un petit peu abrupte, mais en gros, Astra s'est fait comment dire, planté par ses fournisseurs, ses sous-traitants, c'est ça? C'est un problème de chaîne de production et de sous-traitance. Et le troisième problème, c'est bien le problème néerlandais, où il y a cette usine qui travaillait depuis longtemps avec l'université d'Oxford, qui a signé un contrat en décembre avec AstraZeneca en disant on va produire massivement des vecteurs viraux, et que l'Union européenne n'a pas validé, n'a pas autorisé à produire. Pourquoi? C'est le grand mystère, et les autorités européennes du médicament et cette usine et AstraZeneca se renvoient la balle. La Commission dit on n'a pas les données scientifiques pour certifier l'usine. L'entreprise en question dit nous on les a envoyés. En attendant, cette usine a continué à produire des vaccins, et ces fameux stocks d'environ 30 millions qui ont été découverts chez un autre sous-traitant italien, où là il faisait du flaconnage, de la mise en flacon. Voilà, c'est proprement lié au business model d'AstraZeneca. Après on se dit que qu'est-ce qu'ils sont venus chercher en cette galère? Pardon, mais il y avait un gain d'image, j'imagine, attendu, colossal, avec l'idée d'avoir effectivement un vaccin qui est facile à transporter, sur lequel ils ne gagnent pas d'argent. Donc il y avait un gain d'image énorme, et ça se transforme je ne dis pas en catastrophe, mais si en catastrophe en termes d'image, non? Ça se transforme en catastrophe en termes d'image, effectivement, d'autant plus que c'était un laboratoire, Pascal Soriot, qui est le président français, le PDG français de ce labo, qui avait redressé de façon incroyable le laboratoire. Il y a 10 ans, AstraZeneca n'allait pas tellement bien, c'était un peu comme Sanofi il y a 10 ans. Il a restructuré la recherche, il a fait des achats, il a fait des choix vraiment stratégiques dans des secteurs très très innovants, et il paraissait il y a même encore quelques mois, comme un des très grands patrons de la pharma mondiale, celui qui avait vraiment réussi. Et donc, est-ce que c'est une sorte de péché d'orgueil en se disant on va là, alors même que c'est quand même un métier très particulier, le vaccin. Effectivement, c'est de la santé, mais c'est pas la même chose. C'est quand même un secteur très très particulier. Et donc, en termes d'image, c'est catastrophique, et on voit bien sur les résultats en bourse. Quand on compare, par exemple, les résultats en bourse de Pfizer ou Moderna avec ceux d'AstraZeneca, il n'y a pas photo sur l'année passée. Donc, en termes d'image, c'est catastrophique pour une entreprise qui allait plutôt bien, qui avait des taux de marge très très supérieurs à la moyenne des big pharma européennes, et encore une fois un patron qui était plutôt très très bien vu dans le secteur. Donc une recovery incroyable. Avec d'ailleurs cette sortie de route. Il faut voir qu'Astra se retrouve, Béatrice, on finit là-dessus, au cœur d'un problème qui est à la fois économique, sanitaire, mais qui est géopolitique et sanitaire, parce que ce vaccin, c'était un peu la clé de voûte de l'accélération de la campagne de vaccination en Europe. Tout à fait, c'était la clé de voûte, ce que j'ai dit au départ. Il avait tous les avantages. Il n'est pas cher, et en termes de logistique, il est extrêmement facile à conserver, et en plus on pouvait le produire assez facilement dans des quantités théoriquement très importantes. Et là, évidemment, c'est toute la stratégie de campagne même de vaccination en ville qui est mise à plat. Et quand on voit le gouvernement qui revient avec l'idée des vaccinodromes, c'est aussi lié à ça. C'est parce que dans les vaccinodromes, on pourra avoir en fait ces grands super congélateurs qui pourront garder dans des moins 70 ou moins 80 degrés les vaccins de Pfizer. C'est pour ça qu'on est obligé de créer ces vaccinodromes qu'on ne voulait pas au départ créer, puisqu'on voulait plutôt de départ s'appuyer sur la vaccination de ville.
Voilà donc, histoire, enfin, grosse enquête à retrouver cette semaine hein, dans l'hebdomadaire, dans l'Express, hein, sur Astra. Voilà. Oui, oui. Tout ça détaillé, tout ce qu'on vient de dire en détail. À lire. Merci beaucoup, Béatrice Mathieu, donc rédactrice en chef à l'Express. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Ciao.